Dans le nord du Minnesota, un crash ne laisse aucun survivant. L'accident le plus grave sur notre sol depuis plus d'1 an et demi. La pression sur les enquêteurs est énorme. La tragédie était telle qu'on attendait énormément de nous. Encore un. 2040? D'accord. L'enregistreur de vol vient remettre en cause la qualification d'un pilote inexpérimenté. Pourquoi le copilote n'annonce pas l'altitude? Que s'est-il passé? Quel rôle a-t-il joué? Mais en poussant plus loin, Eh ben, les enquêteurs découvrent l'impensable. Je n'ai pas votre autorisation. Ça m'a laissé sans voix. Un enchaînement de circonstances tragiques qui s'est enclenché des mois avant que l'avion ne décolle. Le vol 5719 de Northwest Airlink survole l'État du Minnesota. Le copilote, Chad Erickson, a décroché son premier emploi il y a à peine 2 mois. Il était sans doute très enthousiaste. Travailler sur une ligne régionale sert souvent de tremplin pour travailler sur de gros oiseaux pour une grande compagnie. C'est son premier vol avec escale nocturne. On aura chacun notre chambre? Non, on dort dans la même chambre. Et c'est un lit simple. Donc tu te coucheras à mes pieds. Bien sûr qu'on a chacun sa chambre. T'as été embauché. Le commandant de bord s'appelle Marvin Falitz. Le commandant avait grandi à New York. Apparemment, il n'avait pas vraiment d'atome crochu avec les gens du Midwest. C'était quelqu'un de très extraverti et de sarcastique. Ce café, c'est de la pisse. Le copilote, lui, ne venait pas du tout du même milieu. Il avait grandi dans les environs de Minneapolis, et le sens de l'humour des habitants du Midwest est moins affirmé. Oh, une étoile filante. T'es sûr que c'est pas un avion qui tombe du ciel? Les 2 hommes sont aux commandes d'un Jetstream BA3100, un petit aéronef à double turbopropulseur. Le Jetstream était difficile à manœuvrer. Il fallait toujours être en pilotage manuel. Craig Relsbach est un ancien pilote de Northwest Airlink habitué au BA3100. C'était un avion instable à piloter, comme quand on essaie de faire tenir un ballon en équilibre sur le bout de son doigt. Ce genre d'appareil exige une très grande compétence. Il fallait parfaitement maîtriser le vol aux instruments, dans des conditions souvent très difficiles. Et pour un jeune pilote, c'est le bonheur. Les fêtes de fin d'année approchent et sur les 16 passagers, beaucoup rentrent dans leur famille. Le vol 5719 a quitté Minneapolis peu avant 19 h. Il se rend d'abord à Hibbing, à 1 heure plus au nord, et continuera ensuite jusqu'à sa destination finale, International Falls. Twin City 719, Heading météo, ciel partiellement obscurci, bruine verglaçante. Hibbing est un petit aéroport dépourvu de tour de contrôle. À une trentaine de kilomètres, autorisation est donnée pour effectuer une approche aux instruments si les conditions météo ne permettent pas de voler à vue. Les pilotes sont ensuite livrés à eux-mêmes. Prévoyez guidage approche finale ILS Jusqu'à Heading. D'accord, merci. Twin City 719. On peut pas prendre ILS 31. À cause de la neige sur la piste? Quoi? Parce qu'il y a la neige sur la piste? C'est pour ça, non? Parce qu'il faut pas atterrir avec un vent arrière sur une piste enneigée? J'aime pas atterrir avec un vent arrière, point barre. Dis-leur qu'on va prendre le localizer en backcourse sur la 13.
Le commandant décide d'effectuer une approche en alignement arrière, c'est-à-dire en prenant la piste dans l'autre sens. La piste n'est pas équipée des instruments nécessaires au guidage dans ce sens-là. C'est une approche dite de non-précision. On aimerait faire un back-course sur la 13. Reçu, allez-y. Mais vous êtes tout seul. Une approche de non-précision est beaucoup plus exigeante qu'une approche de précision, dans la mesure où il faut contrôler la vitesse descentionnelle, l'altitude de descente et la position latérale par rapport au sol. Il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Autorisé localizer en back-course sur la 13. Twin City 719. Une approche de non-précision est plus difficile, ce qui explique le taux plus élevé d'accidents par rapport à une approche de précision. Préviens la compagnie qu'on devra faire le plein. Opération 719. Dis Ibing. Ibing, je vous écoute. Oui, Ibing, ici 719 en approche. On aura besoin de carburant. D'accord, on approche. Ok pour le plein. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, nous avons entamé notre approche sur Ibing. Pour ceux d'entre vous qui continueront avec nous jusqu'à International Falls, nous devons refaire le plein avant de repartir. Merci. Bon, checklist d'approche. D'accord. Pressurisation, c'est bon. Les pilotes se préparent pour l'atterrissage. Altimètre 2986, droit calé. Gauche calé. La plus grande attention doit être accordée à la précision de l'altimètre. Si vous pensez être à 1000 pieds alors que vous n'êtes qu'à 800, ça veut dire que vous êtes plus près d'un obstacle ou du sol que vous ne l'avez anticipé. Il faut donc constamment vérifier que les données altimétriques sont correctes. Peu avant 19h50, le vol 5719 amorce sa descente. En cette froide soirée, le vent souffle la neige. Sors le train. Train sorti. T'as allumé la piste? Dans un aéroport au trafic peu important, comme celui d'Ibing, il y a souvent une politique de réduction des coûts. Comme les ampoules sont onéreuses, on a recours à la télécommande de balisage. T'as allumé? Par une série d'impulsions radioélectriques, les pilotes peuvent eux-mêmes allumer et éteindre le balisage. Clique cette fois. Voilà, c'est bon. Mais ce n'est pas une piste éclairée que les pilotes découvrent. « 20 minutes s'écoulent. Twin City 719, vous avez atterri? Le contrôle aérien aurait déjà dû recevoir confirmation de l'atterrissage du vol 5719. Twin City 719, répondez. Une heure plus tard, les secours localisent le lieu de l'accident, à environ 3 km au nord-ouest de l'aéroport, à Ibing, dans le Minnesota. Il n'y a aucun survivant. Tout ce qu'on nous a dit, c'est qu'un avion s'était écrasé dans le parc Vic Power et qu'un membre de notre famille était à bord. Beaucoup des passagers étaient originaires d'Ibing, une ville désormais plongée dans le chagrin. Les habitants exigent des réponses. Les
Les enquêteurs tentent de déterminer ce qui a pu provoquer l'accident aérien le plus grave sur notre sol depuis plus d'1 an et demi. Des experts du Conseil national de la sécurité des transports, l'équivalent du BEA, sont mobilisés. J'ai reçu un coup de fil du centre de communication. L'équipe d'intervention rapide devait se préparer pour être sur les lieux dès l'aube le lendemain. L'enquêteur John DeLisi est en poste depuis à peine 1 an. Le coteau enneigé où s'est écrasé l'appareil est l'une des scènes les plus terribles qui lui ait été donné de voir. L'épave se trouvait sur une colline, dans une position instable. Certains corps avaient été éjectés et d'autres étaient dans la carlingue. On approchait de Noël. Des passagers avaient avec eux des cadeaux emballés. On en a retrouvé disséminés parmi les débris. La neige était rouge sang. Ça a été l'une des scènes les plus effroyables de ma carrière. La tâche des enquêteurs consiste à déterminer la cause de l'accident afin d'éviter qu'un autre avion ne connaisse le même sort. La tragédie était telle qu'on attendait énormément de nous. Il fallait rapidement retrouver toutes les pièces du puzzle. Les boîtes noires doivent être à l'arrière. Venez. DeLisi se met en quête des enregistreurs de vol. J'ai dû enjamber quelques cadavres pour accéder à la soute arrière. Dans un avion de cette taille, il sait qu'il ne trouvera sans doute que l'enregistreur des conversations. Ça y est, je l'ai. À cette époque, la présence de l'enregistreur des paramètres de vol n'était pas obligatoire dans un avion de moins de 20 places. C'est ce que je pensais. Il n'y en a qu'un. Allez, on rentre. En l'absence de tout paramètre de vol, l'enquête s'annonce complexe. L'enregistreur des paramètres est très utile. Il donne les vitesses, les altitudes et les commandes de vol. On peut détecter des dysfonctionnements rien qu'en examinant ces données. Sans l'enregistreur des paramètres de vol, on est contraint d'enquêter à l'ancienne, si je puis dire. L'analyse des preuves matérielles s'avère alors primordiale. Voyons ce qu'on peut tirer des données. Dans l'attente des enregistrements des conversations des pilotes, l'exploitation des données radars fournies par le centre de contrôle d'approche permet déjà d'obtenir la pente de vol. Les données radars nous ont été d'une grande aide. Elles nous ont montré la trajectoire de l'avion jusqu'au lieu de l'accident, trajectoire qu'on a analysée sans attendre. Une anomalie saute aux yeux. Cette vitesse descensionnelle, c'est du n'importe quoi. La vitesse descensionnelle était le double de ce qu'on voit habituellement. Elle aurait dû tourner autour de 1000 pieds minutes. Là, elle était de l'ordre de 2000-2200 pieds minutes. Ils devraient être ici alors qu'ils sont tout en haut. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient? En jetant un œil aux instructions d'approche pour la procédure d'alignement arrière, les enquêteurs s'aperçoivent que l'appareil n'a pas effectué la procédure standard. Au lieu de descendre par paliers jusqu'au seuil de piste, les pilotes sont restés en altitude sur 8 km avant de descendre rapidement. Pourquoi amorcer leur descente si tardivement? Lors d'une approche normale, la trajectoire d'atterrissage est stable et la vitesse descensionnelle est lente et régulière jusqu'à la piste. Pour le vol 5719, les pilotes sont restés longtemps en altitude pour ensuite passer à une vitesse descensionnelle très élevée jusqu'à l'impact. Il nous faut les conversations des pilotes. L'enregistreur des voix est prêt? Moi qui suis pilote, ça m'interroge.
plus vous entamez votre descente tard, plus vous devrez descendre rapidement. Et plus vous allez vite, plus il sera difficile de réduire la vitesse descensionnelle. Cet accident apparaît d'autant plus tragique quand on sait qu'une avancée technologique était sur le point d'être mise en service, le système avertisseur de proximité du sol. On ne peut que regretter le fait qu'il n'avait pas encore été installé sur cet appareil. Le système avertisseur de proximité du sol utilise un ordinateur embarqué qui détecte le moment où l'avion est trop bas et prévient les pilotes. Sur obligation de la FAA, cet outil devait équiper tous les avions de ligne régionale au plus tard en avril 1994. Cet avion allait donc entrer en maintenance pour que le système avertisseur de proximité du sol soit installé. Ça s'est joué à un mois près. Les enquêteurs savent donc qu'aucune alarme de ce type ne s'est déclenchée dans le poste de pilotage. Mais ils ignorent pourquoi l'avion descendait si rapidement. Les conditions météorologiques sont-elles en cause? Il fallait déterminer si un phénomène météo, comme le givre par exemple, avait pu contribuer à cette vitesse descensionnelle élevée. En vérifiant les températures et le type de précipitations rencontrées au cours du vol, ils font une découverte de taille. Les conditions étaient réunies pour la formation de givre. L'avion est descendu en plein dedans. L'amoncellement de givre, en particulier sur les ailes, peut neutraliser la portance. Une vitesse descensionnelle rapide est parfois le signe d'une perte de contrôle due à l'accumulation de givre. L'historique des accidents du Jetstream 3100 révèle un fait inquiétant sur les performances de l'appareil en conditions hivernales. Le Jetstream avait connu plusieurs accidents causés par une perte de contrôle due à une accumulation de givre. À cause du givrage du plan fixe horizontal, certains équipages s'étaient retrouvés dans l'incapacité de passer par la phase cruciale d'arrondi pour l'atterrissage. Quand des preuves laissent à penser qu'il y a eu un problème de givrage, il faut pousser l'analyse. Les enquêteurs doivent déterminer l'intensité des conditions de givrage avant l'accident. Auriez-vous un instant à m'accorder? Ils interrogent des pilotes qui se sont posés à Hibbing ce soir-là. Vous étiez donc conscient d'un givrage potentiel lors de votre approche? D'après les témoignages, les conditions de givrage étaient modérées. Alors pourquoi ces deux-là ont-ils entamé leur descente si tardivement? Les pilotes font également état d'une technique utilisée pour éviter l'accumulation de givre. Certains pilotes de Northwest Airlink m'ont parlé de ce qu'ils appellent une approche slam dunk, en référence à un panier marqué au basket. Quand un équipage sait qu'il va devoir traverser une zone de givrage, il va chercher à minimiser le temps qu'il passe à l'intérieur. Donc, à l'approche de l'aéroport, il va rester en altitude le plus longtemps possible, avant de descendre rapidement. Il ne s'agit pas d'une technique standard, mais elle corroborait les données radar du contrôle aérien. La descente rapide ne serait donc pas due à une perte de contrôle déclenchée par le givre. Il semblerait plutôt qu'elle ait été délibérée afin justement d'éviter un givrage. C'est une chose à laquelle les pilotes professionnels sont habitués. Il faut faire preuve d'une très grande habileté dans le pilotage pour faire descendre l'avion rapidement tout en maintenant une vitesse acceptable. Marvin Falitz était un pilote aguerri, Sors le train. habitué à voler en conditions hivernales. Il était tout à fait capable de réaliser une approche slam dunk en toute sécurité. Que s'est-il donc passé à bord du vol 5719 ? Dans l'attente de l'exploitation des données de l'enregistreur des voix, John DeLisi cherche à comprendre pourquoi l'équipage du vol 5719 n'a pas ralenti lors de sa descente sur Hibbing.
Ils auraient dû se mettre en palier ici. Il nous faut les altimètres. À mesure de l'avancement de nos investigations, on a rangé cet accident dans la catégorie CFIT, c'est-à-dire qu'un crash s'est produit alors même que le pilote avait le contrôle d'un avion en parfait état. Il est alors primordial de savoir à quelle altitude l'équipage pensait que se trouvait l'appareil. Le Jetstream BA3100 est équipé de 2 altimètres. Ont-ils été victimes d'un dysfonctionnement? Mets-le avec l'autre. Testons-les au plus vite. Un altimètre défaillant aurait pu faire croire au pilote qu'il se trouvait bien loin du sol, alors que ce n'était pas le cas. Il n'y a que des dommages dus au choc. Regardons le pivot sur celui-ci. On a mené un examen minutieux des 2 altimètres. On est allé jusqu'à les démonter. Mais l'analyse ne donne rien. Les 2 altimètres semblaient tout à fait opérationnels. Voyons ce qu'on peut tirer du reste de l'épave. Les moteurs doivent être récupérés, passés au crible et soigneusement testés. Avec un peu de chance, on arrive à les faire redémarrer, mais c'est assez rare. En tout cas, les grosses anomalies peuvent être décelées. Ils tournaient au moment de l'impact. Une perte de puissance peut entraîner une perte de contrôle et expliquer en partie une vitesse descensionnelle élevée. Les manettes de gaz fonctionnent. Aucun signe de blocage. Les enquêteurs sont dans l'impasse. Les réacteurs ne présentaient aucun signe de dysfonctionnement. L'enregistreur des voix est prêt? Réunis l'équipe, j'arrive dans 1 minute. Les enquêteurs vont enfin pouvoir écouter tout ce qui s'est passé dans le poste de pilotage. Bien, tout le monde est prêt? On peut y aller. Annulé sur 127 décimal 4. Autorisé approche localizer back course, Twin City 719. Ils écoutent le moment où le commandant Falitz et le copilote Erickson préparent leur atterrissage. À quelle altitude on peut descendre? 2040. Ok, entre là. Une conversation vient confirmer la théorie de l'approche slam dunk. Du coup, vous allez rester en hauteur le plus longtemps possible? Oui. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Quelque chose s'est donc produit quand les pilotes effectuaient leur approche slam dunk. Mais quoi? Les enquêteurs écoutent attentivement. Localizer capté. Repère d'approche finale à 14. Reçu. Sors le train. Vérification vitesse. Train sorti. Ce qu'ils entendent est stupéfiant. Voler à 20. Dans les derniers moments, il ne semble y avoir aucun problème. Aucun des pilotes n'a émis la moindre inquiétude à propos de quoi que ce soit. Aucune question n'a été soulevée. Aucun voyant lumineux ne posait problème. Ils n'ont parlé d'aucun incident technique. S'ils contrôlaient leur avion, alors pourquoi ils se sont écrasés? On a raté un truc? Bon, repasse la bande. Je ne peux pas descendre en dessous de 2040. Tiens, regarde. L'altitude minimale de descente est l'altitude sous laquelle un pilote ne doit pas descendre avant de voir la piste. C'est la limite plancher pour être au plus près du sol tout en restant en vol. Pompe de gavage on. Les enquêteurs écoutent attentivement. Checklist avant finale terminée. C'est ce qui n'est pas dit qui les inquiète. Pourquoi le copilote n'annonce pas l'altitude? Le copilote Erickson est censé prévenir son commandant quand il se rapproche de l'altitude plancher et l'avertir si jamais il la dépasse. Mais il ne dit rien.
On ne l'a pas entendu annoncer à voix haute 2000 pieds, 1000 pieds, pour indiquer l'altitude jusqu'à la piste. C'est comme si le copilote ne savait pas très bien ce qui se passait pendant l'approche. Annoncer l'altitude est très important. A fortiori quand la vitesse descensionnelle est élevée. Train sorti. Voler à 20. Il n'a jamais dit au commandant à quelle hauteur du sol ils étaient. Le commandant Falitz est concentré sur l'atterrissage. Il compte sur son copilote pour surveiller l'altitude. Voler à 20. Il y a une répartition des tâches dans un cockpit. Un des pilotes se charge de faire voler l'avion, tandis que l'autre surveille la façon dont est piloté l'appareil. Mais sur ce vol, le copilote ne transmet pas une seule fois l'altitude à son commandant, alors que l'avion se rapproche rapidement du sol. Annoncer l'altitude est une procédure standard qu'on apprend et à laquelle on s'entraîne en simulateur. Le fait de ne pas entendre le copilote s'y plier nous a mis la puce à l'oreille. Les enquêteurs se demandent alors si l'accident qui a coûté la vie à 18 personnes est imputable à un jeune copilote inexpérimenté. Il était nouveau. Il n'a peut-être pas été très vigilant. D'après les derniers éléments, le Conseil national de la sécurité des transports se penche sur les performances de l'équipage. Malcolm Brenner est un psychologue spécialisé en aéronautique. Mon rôle consistait à interroger la performance humaine. J'étais centré sur l'humain. J'ai épluché le passé des pilotes, leur formation, leurs interactions, les pressions exercées par la compagnie. Bref, tout ce qui pouvait nous donner une perspective plus large. 1,93. Les enquêteurs cherchent à en savoir le plus possible sur le copilote de 25 ans, qui n'a pas énoncé l'altitude lors de la descente. On s'est aperçu qu'il était peu expérimenté. Il avait terminé sa formation et n'avait aucun passé militaire. On aura chacun notre chambre? Quand on débute, on se sent très vite débordé. Et on a parfois du mal à tenir le rythme tellement les choses vont vite. Bon, checklist d'approche. D'accord, pressurisation, c'est bon. Rien dans le dossier d'Erickson ne vient indiquer un mal-être au travail. C'était même tout le contraire. Il avait fini major de sa promotion. Devenir pilote, c'était son rêve, un rêve qu'il a réalisé. Il allait jusqu'à préparer des fiches qui recensaient des données aéronautiques sur tous les aéroports desservis par la compagnie. C'était bien plus que ce qu'on attendait de lui. Il se préparait très consciencieusement pour devenir un meilleur pilote. Tous les collègues avec qui il volait le trouvaient excellent. Donc ça n'explique rien. Non, c'est pas le copilote. On a cherché du côté de l'autre. Qu'est-ce qui a fait que le copilote n'a pas énoncé l'altitude comme il était censé le faire? Qu'est-ce qu'on sait du commandant? Et en plus, ils s'attendent à ce qu'on bosse pendant nos congés. C'est du foutage de gueule. D'abord, ils t'envoient à International Falls pour revenir d'où t'es parti, et ensuite, tu dois te grouiller pour aller je ne sais où à bord d'un autre vol. Je vais devoir poireauter 3 heures avant de pouvoir faire mon premier vol de la journée. Non mais je te jure, tu parles d'une vie. On a commencé par les pilotes qui ont volé avec lui ou ceux qui connaissaient ses compétences. Donne-moi le dossier. Est-ce que quelque chose d'anormal avait attiré leur attention? Ses amis le décrivaient comme un homme intelligent, à la personnalité engageante. Fais voir son dossier d'évaluation. Le commandant Falitz était un pilote très qualifié. Mais en creusant davantage, on découvre un passé plus trouble.
En épluchant son dossier de formation, on s'est aperçu qu'il avait eu quelques soucis. Là, là et là. Peu après son arrivée à Northwest Airlink, il a raté son examen oral. Et il a raté 2 autres tests d'aptitude dans sa carrière. C'est inhabituel pour un pilote professionnel d'échouer à autant d'examens. Personne n'avait jamais rien remarqué parce qu'il avait raté ses examens à différents endroits. Aucun recoupement n'avait été fait jusqu'à ce qu'on mette notre nez. Plusieurs instructeurs avaient remarqué que sa gestion des ressources d'équipage n'était pas satisfaisante et qu'il avait tendance à se montrer autoritaire dans le cockpit. Il avait du mal avec les autres. Ce sont toutes des plaintes formelles contre le commandant? Marvin était le premier commandant de bord avec qui j'ai travaillé après mon expérience opérationnelle initiale. Il avait tendance à être autoritaire. Il vous réprimandait et ne tolérait aucune erreur. Ce n'était pas un très bon pilote instructeur. Eh ben... Il en était même arrivé jusqu'à frapper un collègue sous le coup de la colère. Il est tout à fait inacceptable qu'un pilote professionnel en vienne aux mains contre un confrère pour, je cite, le punir. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fichait autant en rogne? Non mais ils se foutent du monde. Selon ses proches, le commandant Falitz a été très affecté par une nouvelle politique mise en place par Northwest Airlink. Un an plus tôt, la compagnie avait imposé, dans un souci d'économie, que ses pilotes résident près de ses bureaux éloignés, c'est-à-dire dans de petites villes autour de Minneapolis. Pourquoi on fait ce vol, franchement? Je sais pas, pourquoi? Quelqu'un a dû se faire porter pâle. Elle avait été mal accueillie par les pilotes qui avaient fait leur vie à Minneapolis. Leurs enfants y étaient scolarisés, leurs conjoints y travaillaient, ils avaient des crédits à rembourser. Et du jour au lendemain, ils ont été contraints de déménager. L'entente entre la compagnie et les pilotes n'était pas très cordiale. Certains d'entre nous étaient très mécontents. Et je crois que Marvin n'avait pas du tout apprécié. Il s'était fait à la vie à Minneapolis. Il y avait des amis et une vie sociale. Il s'est battu pour rester à Minneapolis. Il ne voulait pas déménager. Son seul moyen, c'était d'accepter un déclassement, ce qui impliquait une baisse de son salaire de 12%. À quelle heure on a quitté la porte? 18h52. À ta montre ou au chrono? C'est pareil, j'ai synchronisé ma montre avec le chrono de bord. C'était un homme très intelligent, mais il était un peu perturbé par le fait que sa vie n'avait pas tourné comme il l'aurait voulu. Autre découverte inquiétante. Aux commandes, Marvin Falitz se montrait parfois un peu brutal, de façon tout à fait délibérée. Pour se venger de la compagnie, il s'en prenait aux passagers. Ça m'a laissé sans voix quand j'ai lu ça. Je n'en revenais pas que quelqu'un puisse sciemment piloter brutalement pour effrayer ses passagers. Quel est l'intérêt, franchement? Apparemment, c'était sa façon à lui de punir la compagnie. Cette accumulation de détails sur la personnalité même du commandant de bord pousse les enquêteurs à émettre une hypothèse des plus sinistres. Sa colère a-t-elle pu provoquer l'accident? Ils apprennent qu'une hôtesse du service client de la compagnie avait eu une altercation avec le commandant peu avant l'embarquement. Je veux voir cette femme. Je me souviens de chaque mot, comme si c'était hier. Bonjour ma jolie. Je suis passager sur ce vol. Marvin Falitz.
Quand un pilote ou n'importe quel membre du personnel navigant doit prendre son poste dans un autre aéroport, la compagnie lui permet de voyager sur un de ses vols réguliers pour rejoindre son avion. Vous êtes donc passager d'un point A à un point B et ensuite vous prenez votre service sur un autre appareil. Navré, je ne vous vois pas sur la liste. Revérifiez. Marvin Falitz. F-A-L-I-T-Z. J'ai revérifié et je n'ai pas votre autorisation. Dans les documents qu'avait la jeune femme, il n'y avait aucune autorisation pour le commandant. Écoute, c'est pas compliqué. Tu prends ton téléphone et tu appelles le dispatcher. J'ai beaucoup de travail. Vous n'avez qu'à le faire vous-même. T'arrives à te regarder dans la glace alors que tu sais que t'es bonne à rien. Il a refusé d'appeler. Il a insisté pour qu'elle le fasse et il est parti en colère. Je n'avais jamais vu un pilote aussi remonté. Un pilote doit faire preuve de professionnalisme en toutes circonstances, quand bien même il aurait des soucis dans sa vie. Ce commandant-là ne se comportait pas bien. Il apparaît de plus en plus clairement que Marvin Falitz avait du mal à tempérer ses colères. Ce qui déconcerte les enquêteurs, c'est pourquoi un jeune homme aussi brillant que le copilote Erickson n'est pas intervenu face au comportement imprudent de son commandant. Allô? Un agent de nettoyage à l'aéroport de Minneapolis prétend avoir des détails importants sur les pilotes du vol 5719. Pourquoi t'as pas fait la visite pré-vol extérieure? T'as pas vérifié les phares extérieurs? L'agent d'entretien a vu le copilote se faire engueuler par son commandant. J'allais les vérifier depuis l'intérieur du cockpit. C'est pas comme ça qu'on fait. Tu dois sortir et les voir par toi-même. Avec les 2 billes qui te servent Dieu. Northwest engage vraiment des branquignoles. Ah, et puis laisse tomber, je vais le faire. Il était très critique envers son copilote, qui était encore relativement nouveau. Il avait fait une erreur, mais on peut dire les choses de manière beaucoup plus diplomatique. Le commandant était très brutal. Si le départ est retardé, ce sera de ta faute. Cette dispute a eu lieu juste avant le départ. Ça a donné le ton pour leur collaboration le reste du vol. Ils ne sont vraiment pas partis du bon pied. La communication entre les membres de l'équipage est un élément clé de la sécurité aérienne. C'est la gestion des ressources d'équipage qui garantit que tout le monde dans le cockpit est au diapason avec l'avion et ce qui doit être fait. Je vous remercie. On va réécouter l'enregistrement. Il faut découvrir ce qu'il y avait entre les 2 pilotes. Bien, repasse-le. Après la découverte d'éléments faisant état d'un comportement grossier, voire agressif, de la part du commandant de bord, les enquêteurs réécoutent l'enregistreur phonique sous un jour nouveau. Préviens la compagnie qu'on devra faire le plein. On entend, à de multiples reprises, le commandant corriger son copilote pour des broutilles. Opération 719. Dis Ebing. Ebing, je vous écoute. Oui. Ebing. Il était intimidant et pas du tout constructif. Ok pour le plein. À tout à l'heure. Dire opération ne suffit pas. Tu dois spécifier, est-ce que c'est Ebing, Sioux City, Duluth? Avant de devenir pilote, j'étais instructeur. Et s'il y a bien une chose qui marche pour que quelqu'un se ferme comme une huître et perde ses moyens, c'est de l'engueuler, l'humilier ou le mettre dans l'embarras. On aura chacun notre chambre? Non, on dort dans la même chambre. Et c'est un lit simple. Donc tu te coucheras à mes pieds. Le ton du commandant indiquait bien qu'il n'était pas réceptif. Il était agressif, et c'est ce qui a brisé le lien de collaboration avec son copilote. 14 km et demi jusqu'à l'arc. Mets-le sur ton porte-bloc et guide-moi quand j'en aurai besoin, d'accord? Il le rabaissait constamment. Non, ça, c'est à ça que ça sert. Le copilote était pétrifié. C'est pour ça qu'il n'a pas énoncé l'altitude.
Il était terrifié. L'agressivité est dangereuse, en ce qu'elle détruit la performance de l'équipage. Moi aussi, j'aurais eu peur de m'exprimer. Les enquêteurs pensent enfin connaître tous les tenants et les aboutissants qui ont conduit le petit avion de ligne intérieure à s'écraser près d'Hibbing, dans le Minnesota. C'était très troublant de voir que ce commandant avait un tel passé et de tels problèmes de maîtrise de soi. T'arrives à te regarder dans la glace alors que tu sais que t'es bonne à rien. Tu dois sortir et les voir par toi-même, avec les 2 billes qui te servent Dieu. Ajoutez à ça l'ambiance tendue qu'il avait instaurée dans le cockpit, qu'on a pu entendre dans l'enregistrement. On tenait nos preuves. Du coup, vous allez rester en hauteur le plus longtemps possible? Oui. Le commandant avait une méthode, mais comme elle n'était pas standard, son copilote ne la connaissait pas. T'as allumé la piste? Alors qu'ils étaient dans le repère d'approche finale avec une vitesse descensionnelle de plus de 2000 pieds minute, appuie. Clique 7 fois. Oui, il semblerait que le commandant ait réprimandé son copilote pour l'allumage des lumières de la piste. Voilà, c'est bon. Résultat, le copilote avait peur de faire quoi que ce soit, ce qui explique pourquoi il est resté mutique. Le copilote n'a pas pu participer pleinement au vol. Il n'a pas pu surveiller l'altitude et la vitesse relative. Il a été relégué au plan de passagers. Quand on pilote un avion, les enjeux sont énormes. Et quand on voit les conséquences d'une catastrophe aérienne, on prend véritablement conscience que c'est un travail qu'il faut prendre très au sérieux, que tous les acteurs du secteur doivent prendre au sérieux. Le crash du vol 5719 met au jour des défaillances dans la formation sur la gestion des ressources d'équipage et met en évidence l'importance d'une collaboration accrue des pilotes. Piloter, c'est un travail d'équipe. Minimum? Compris. Il est important que l'équipe soit soudée. À bien des égards, cet accident est devenu un cas d'école. Il montre à quel point il est important que chacun des pilotes puisse s'exprimer librement et dire sans crainte quand quelque chose ne va pas. Pressurisation, ok. Un copilote, aussi débutant soit-il, a le droit, et il est même encouragé à le faire, d'interroger son commandant quand il est mal à l'aise. Excusez-moi, je ne comprends pas pourquoi on fait ça. Expliquez-moi. Le NTSB préconise, entre autres, une surveillance renforcée des programmes de formation des pilotes, afin que les compagnies aériennes puissent régler un problème avant qu'un accident ne survienne. Il faut se pencher régulièrement sur la gestion des ressources du personnel navigant et s'assurer que les formations sont bien surveillées. Voler de temps en temps avec les équipages pour voir si tout se passe bien. Beaucoup de solutions existent. Certaines compagnies ont un moyen simple d'éviter les conflits de personnalité. Si vous ne vous entendez pas bien avec tel ou tel pilote, vous le signalez et vous ne serez jamais mis ensemble. On tire d'énormes leçons de ce genre d'accident. Ils sont les révélateurs des défauts du système qui peuvent être corrigés. On a beaucoup appris et l'industrie aéronautique est désormais plus sûre.